le thème qui nous semblait s'imposer, c'est pourquoi assistons-nous présentement à une multiplication de guerres, alors qu'avec la fin de la guerre froide, on nous avait promis un nouvel ordre mondial, souvenez-vous, la paix éternelle quasiment, et là on est bientôt parti pour une guerre par an. Donc pourquoi tant de guerres? Est-ce que ça va continuer? Et qu'est-ce que nous pouvons y faire? Et là, je pense que la première chose à dire, c'est que la guerre est la fille de la crise. Et que le système qui appauvrit tellement de gens dans les pays du Sud, Amérique latine, Afrique, Asie, mais aussi de plus en plus dans le Nord, en Europe en tout cas, on ne peut pas marcher dans les grandes capitales sans voir les mendiants qui se multiplient. Dans mon pays, une personne sur 6 est en dessous du niveau du seuil de pauvreté. Des familles doivent choisir, ou bien on envoie les enfants à l'école, ou bien on paye le dentiste. Et il y a vraiment une dégradation des conditions de vie, des conditions de travail. Et alors que les fortunes en France, en Belgique, explosent comme jamais et crèvent les plafonds chaque année, ce qui crève le plafond aussi dans mon pays, en France et en Europe en général, c'est la consommation de tranquillisants, d'antidépresseurs, les suicides, deuxième cause de mortalité chez les jeunes. Et c'est vraiment une dégradation sociale à toute allure. Et le lien avec les guerres dont on va parler dans quelques instants, il est direct. Il n'y a pas un problème social ici et des guerres là-bas, c'est la même bataille pour une raison bien simple. Si vous êtes un grand capitaliste du Nord, on va dire, des États-Unis ou d'Europe, comment vous prospérez? Comment vous faites fortune? La recette est simple. En faisant faire le travail par de moins en moins de gens pour le moins cher possible. C'est-à-dire que le bon capitaliste, ce n'est pas celui qui engage beaucoup de travailleurs et qui a une grosse armée, c'est celui au contraire qui parvient à en licencier un maximum et à faire le travail par moins de gens et dans des conditions de précarité et les moins chères possibles. Ça, c'est une multinationale qui annonce un plan de restructuration mondiale, 10 000, 15 000, on appelle ça chez nous dégraissage, ce qui est vraiment immoral comme vocabulaire. La multinationale qui annonce ça, ben son action, elle grimpe à Wall Street. C'est ça, être un bon capitaliste. Bien. Mais quand vous faites ça, évidemment, le concurrent, il fait la même chose. Et tous font la même chose, obligés. Et après, à qui vous vendez? Quand vous avez bien appauvri les gens qui travaillent pour vous, à qui vous vendez? Donc évidemment, c'est un système qui crée sa propre crise, et comme évidemment il ne peut pas le reconnaître, et qu'il ne peut pas prendre le seul remède qui mettrait fin aux crises, à savoir distribuer équitablement les richesses, on est obligé de continuer dans la même voie, et donc, comme ils sont tous dans une concurrence acharnée, la voie consiste à, puisqu'on a trop de capitaux ici, ces pauvres riches ont des capitaux, ils ne savent pas encore en faire les malheureux, donc on les exporte en Afrique, en Amérique latine, où ça peut rapporter gros, parce que les matières premières, la terre, le travail des gens, on ne les paye pas. Il suffit de graisser la patte à un petit dictateur, de mettre quelques pourboires, et on peut ainsi exploiter les richesses pour quasiment rien, tant qu'il n'y a pas de résistance. Et donc, le problème justement, c'est que cette exportation massive de capitaux a comme fonction de permettre le pillage des richesses, ce qui évidemment provoque des résistances et des guerres. Et fondamentalement, toutes les guerres auxquelles nous assistons sont des guerres de pillage, des guerres économiques, des guerres pour le fric. Ça évidemment, ça ne peut pas se dire à la télévision, c'est pour ça que vous n'êtes pas devant votre poste, mais ici entre nous. Et le problème, c'est qu'à l'opinion, on raconte autre chose, bien entendu. Pour analyser cette question d'où viennent les guerres, je vais prendre maintenant, je pense que Michel interviendra, c'est un point qu'il a beaucoup creusé aussi, et donc on a résolu ce soir de se compléter et de ne pas se répéter. Et le point sur lequel moi je vais insister, c'est la stratégie du chaos
la stratégie agressive des États-Unis et de leurs alliés à l'égard du monde arabo-musulman. Ça vous a certainement frappé, la multiplication des guerres, directes ou indirectes, déclarées ou non déclarées, qui frappent des pays arabes et aussi des pays musulmans. Et la contradiction fondamentale là-dedans, c'est quoi? C'est que vous avez d'un côté, le monde arabe, c'est 300 millions de gens dans une vingtaine de pays, et la moitié de la population a moins de 15 ans, et quand elle va arriver sur le marché du travail, elle va trouver rien. Quand vous vous baladez dans les rues du Caire, ce qui frappe, c'est la pauvreté hallucinante. Au Caire, une capitale de 20 millions, vous avez 2000 personnes qui arrivent chaque jour pour vivre là-bas et qui sont essentiellement des paysans ruinés, et il n'y a pas de perspective. Et pendant ce temps-là, une bande de dirigeants corrompus, une élite, se remplit les poches, construit des fortunes colossales. Et donc la contradiction, elle est là. Cette pauvreté massive dans la toute grande majorité du monde arabe, pourtant le monde arabe, justement, il a le pétrole. Et théoriquement, il devrait avoir résolu en premier le problème de la pauvreté. Il y a là une richesse extraordinaire. Exxon, 45 milliards de dollars de bénéfices sur une année, 45 milliards de dollars, plus que la production totale de bien des pays dans le monde, et pourtant, c'est la misère qui règne là. Enfin, pas partout. Vous avez sans doute vu aussi à la télé ce genre de reportage ou sur les Émirats du Golfe, où les émirs là construisent des tours de 600, 700, 800 mètres, la mienne plus haute que la tienne et en avant. Et donc, qu'est-ce qu'on met là-dedans? On met des trucs complètement inutiles, on met des hôtels de luxe, on met, vous pouvez le loger dans une tour pareille de 800 mètres, avec une très belle vue sur la mer bien sûr, juste c'est 25, 27 000 dollars la nuit. Ok? C'est libre. Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent du pétrole? Est-ce qu'on fait ça? Ou est-ce qu'on reverse les pétrodollars à Washington, d'une part, à New York pour la bourse de Wall Street pour aider les pauvres multinationales qui, c'est bien connu, n'ont pas assez d'argent? Est-ce qu'on reverse l'argent du pétrole aux États-Unis et au gouvernement pour qu'ils puissent continuer à faire des guerres? Parce que comme il est en faillite, il faut bien qu'il y ait des autres peuples qui payent les guerres qu'il fait contre ces peuples. Donc ça, c'est une manière d'utiliser l'argent du pétrole. Et à l'inverse, vous avez une toute autre manière d'utiliser l'argent du pétrole qui est celle de Chavez, qui est celle de... J'ai eu l'occasion d'analyser cette expérience qui m'a vraiment enthousiasmé. Je vous conseille d'aller voir ce pays dont on parlera d'ailleurs samedi. On abordera d'autres thèmes. Et Chavez, qu'est-ce qu'il fait avec l'argent du pétrole? C'est simple. D'abord, on récupère l'argent qui avant partait à Miami et dans les coffres-forts d'Exxon précisément et de quelques Richards de Caracas. Et on le récupère et avec ça, on donne à tout le monde l'éducation. Il n'y a plus d'analphabétisme. Tout le monde peut suivre un enseignement. Il y a des mères de famille qui retournent à l'université avec des bourses. Et il y a vraiment un enseignement, c'est prodigieux de voir les acquis. La santé. Avant Chavez, 2 Vénézuéliens sur 3 n'avaient jamais vu un médecin de leur vie et ils n'allaient jamais en voir un parce que ça coûtait trop cher. C'était réservé aux riches. Maintenant, vous avez dans le plus petit village des Andes, dans l'Amazonie ou dans ce qu'on appelle les bidonvilles, dans les barrios, vous avez la santé gratuite, de qualité, non seulement les soins de base, mais aussi la cardio, l'ophtalmo, il y a des services de dentiste, on a des opérations pour refaire le sourire et des dents à tout le monde et la dignité, etc. On a des constructions massives de logements, on a des aides aux petites coopératives, on a des programmes de qualification au travail pour, à côté du pétrole, créer une vraie économie et un vrai avenir pour le pays. Donc voilà 2 utilisations complètement opposées du pétrole. Et si de l'argent du pétrole. Et évidemment, si on n'en parle pas, c'est parce que Chavez est un grand danger. Et Evo Morales qui fait la même chose en Bolivie avec l'argent du gaz, et tous ces dirigeants latinos qui font la même chose, c'est un très grand danger, vous vous rendez compte? Si on faisait la même chose que dans le monde arabe et en Afrique, le continent le plus riche du monde avec les peuples les plus pauvres, l'esclavage des travailleurs immigrés qui sont là pour faire le sale boulot,
Et il y a énormément d'abus qui sont documentés, qui sont connus. Il y a plein de rapports là-dessus. Et pourtant, il y a zéro campagne pour mettre fin à ce qui est clairement le régime le plus arriéré, le plus barbare, le plus inhumain de la planète. Zéro campagne. Et au contraire, on les présente comme des modérés, nos alliés. Et depuis 50 ans, on vous raconte qu'ils vont gentiment évoluer, qu'il faut les laisser tranquilles et que tout va aller bien. En réalité, on a fait alliance là-bas, les Britanniques d'abord et les États-Unis ensuite, avec les pires meurtriers, les pires assassins et les pires fanatiques, qui jouent un rôle derrière le terrorisme contre la Libye, contre la Syrie et d'autres pays, qui financent le terrorisme et le fanatisme en Europe occidentale aussi, à travers des mosquées, à travers des choses comme ça, certaines mosquées. Et donc, pourquoi on ne fait pas ces campagnes contre l'Arabie Saoudite? Tout simplement parce que, grâce à l'Arabie Saoudite, les pétrodollars sont directement recyclés, comme je le disais, à Wall Street et dans le budget des États-Unis pour continuer à faire la guerre. Plus le fait que l'Arabie Saoudite, déjà à l'époque, avait conclu, on en parle ça dans le bouquin, ils avaient mis sur pied le Safari Club, qui n'était pas une question de tourisme, mais qui était en fait un petit club où il y avait le Shah d'Iran, il y avait Mobutu du Congo, il y avait 2-3 dictateurs de ce genre-là, et il y avait le roi d'Arabie Saoudite. Et ces gens-là, en fait, finançaient des mesures de protection contre les dictatures, les bonnes dictatures, ceux qui sont avec nous, et organisaient de la déstabilisation et l'assassinat de toute une série de gouvernements et de dirigeants progressistes. Donc il n'y aura jamais de campagne contre l'Arabie Saoudite si nous ne la faisons pas nous-mêmes. Voilà 2 exemples, et les autres exemples sont intéressants aussi, mais bon, il faudra lire le bouquin. Ce qui est important, c'est que tout ça, en fait partie d'une bataille générale pour conserver la domination des États-Unis sur le monde arabe et sur le Moyen-Orient, et même recoloniser les zones qui ont été perdues. Et donc là, je ne vais pas développer maintenant les guerres contre la Libye et celles contre la Syrie, parce que c'est déjà la guerre, en fait, contre la Syrie. Je ne vais pas les développer, mais s'il y a des questions, je répondrai volontiers. En 2 mots, il s'agit de reconquérir des zones qui avaient été perdues. La vraie raison du renversement de Kadhafi, qui avait été décidé non pas parce qu'il y avait quelques manifestations et de la répression, mais qui avait été décidé 3 ans plus tôt à Paris et à Washington, avec un travail des services secrets des uns et des autres sur le terrain dans l'Est libyen, plusieurs mois avant les fameuses manifestations et plusieurs mois avant l'intervention du clown BHL. Et ça se trouvait déjà, je ne vous raconte pas des secrets que j'ai découverts par un travail acharné, ça se trouve dans le New York Times, ça se trouve dans des quotidiens italiens qui se sont fait un plaisir de balancer, les services secrets italiens se sont fait un plaisir de balancer les services secrets français, parce qu'évidemment la guerre en Libye c'était aussi de la part de Sarkozy et de Cameron, l'Allemagne et l'Italie, pousse-toi de là, maintenant c'est nous qui prenons les contrats. Et c'est que ça. L'autre grand crime de Kadhafi, je ne vais pas dire que c'était un grand démocrate que j'adorais, mais de toute façon la question ne se pose pas. Pourquoi on va s'en prendre à ce dictateur-là et pas à tel autre qu'on a mis en place et qu'on protège? Pourquoi on finance l'armée d'Arabie Saoudite pour aller tirer sur les manifestants du Bahreïn? Pourquoi on fait la même chose au Yémen et on va s'en prendre à celui-là? C'est comme on a déjà eu l'occasion de le dire, il y a les bons et les mauvais dictateurs. Mais le crime majeur peut-être de Kadhafi, c'était d'utiliser l'argent du pétrole, certainement pour donner un niveau de vie exceptionnel à toute sa population, y compris aux Africains immigrés, pas de racisme non plus, émancipation de la femme, mais comparé avec l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar. Mais le crime majeur, je disais, c'était de financer des projets de développement alternatifs de toute une série de pays africains pour échapper au chantage des multinationales de la Banque mondiale et du FMI. Ça, c'était le grand crime. Ces pays doivent rester dépendants. Or, avec 30 milliards de dollars de revenus par an du pétrole utilisés pour aider toute une série de pays africains, ça, c'était un très, très grand danger. Je ne vais pas tellement développer la Syrie maintenant, on peut en parler, mais c'est clairement aussi éliminer les résistances à Israël. Et quand on aura, si on y arrive à renverser la Syrie, le tour viendra du Liban, de la résistance palestinienne, et après c'est l'Iran. Et voilà. Donc, la question est, pourquoi toute cette
cette agressivité. Et en fait, la raison fondamentale dont je n'ai pas encore parlé, c'est la Chine. C'est-à-dire que tout ça, c'est une guerre globale contre la Chine. Je disais que les États-Unis veulent absolument conserver leur domination sur le monde. Et le tout grand concurrent au niveau économique et politique, c'est la Chine, qui clairement a changé les rapports de force dans le monde. On ne va pas maintenant ouvrir la discussion sur ce qu'on pense de la politique qui est menée là-bas. De toute façon, pour les États-Unis, ça ne change pas grand-chose. Que la Chine soit socialiste ou à moitié socialiste ou qu'elle devienne capitaliste, c'est un rival et donc il doit être mis à genoux ou éliminé. Évidemment, la Chine est un gros morceau qu'on ne peut pas attaquer comme ça, donc la stratégie, c'est de l'encercler et de la priver de ses alliés. Et justement, un chapitre majeur du bouquin, c'est celui qui analyse l'océan Indien. Souvent, en termes de stratégie, on regarde les pays, mais en réalité, ce qu'il y a entre les pays est parfois encore plus important. Et l'océan Indien, vu que l'Asie, c'est le continent d'où se déroule la bataille économique du siècle présent, que c'est la majorité de la population, des richesses et le plus grand potentiel de développement, l'obsession des États-Unis, c'est d'empêcher que l'Asie leur échappe. C'est d'empêcher que se forme une alliance entre les trois grandes puissances de l'Asie, à savoir la Russie, la Chine et l'Iran. Si cette alliance-là se fait, il est clair qu'elle va attirer d'autres pays, dont l'Inde et une série d'autres pays, que ça va créer un marché commun économique, que ça va créer une alliance économique et politique, que forcément le Japon il ne pourra pas rester en dehors, et que donc l'Asie va échapper aux États-Unis. Et ça veut dire que leur domination mondiale est fichue. La Chine est déjà devenue le partenaire alternatif pour l'Afrique. Les échanges se sont multipliés en une douzaine d'années par 20. Elle est devenue aussi le partenaire avec l'Amérique latine. Les échanges se sont multipliés par 14. Et l'océan Indien, c'est la zone où se déroule cette bataille, cette guerre non déclarée, parce que la Chine n'a pas de pétrole, pas assez, n'a pas de matières premières, pas assez de biens agricoles. Elle est donc entièrement dépendante du commerce avec l'Afrique, avec l'Amérique latine. Et c'est justement ça qu'il s'agit d'empêcher. Et si vous regardez une carte de l'océan Indien, qui est donc la zone là entre l'Asie, l'Est de l'Afrique et l'Australie tout en bas, ben, l'océan Indien, vous êtes frappé par le nombre, bon, il vous faudra de bons yeux ou bien regarder la carte un peu plus tard, mais vous êtes frappé par le fait qu'il y a des explosions absolument partout. Coup d'État à Madagascar, Soudan, pays sous pression, guerre civile, entre parenthèses avec la main des États-Unis et Israël derrière les mouvements séparatistes, Somalie, pays plongé dans le chaos, Yémen, Érythrée qui est une des prochaines cibles, et Pakistan, Afghanistan, et puis bon, la liste continue, Thaïlande, Birmanie, absolument partout. Quel est le point commun pour toutes ces explosions qui peuvent être des guerres directes, des guerres civiles, des guerres entre pays ou des coups d'État? Le point commun, c'est le commerce maritime. C'est-à-dire 60% du commerce maritime mondial, il est déjà là. On a l'impression, nous en tout cas européens, que le gros c'est le commerce maritime en Atlantique ou en Pacifique. Non, il est déjà là, le centre du monde. Et c'est ça que les États-Unis veulent contrôler militairement et en contrôlant. Quand vous voulez faire un commerce maritime, vous avez besoin de ports en eau profonde ou d'une série de ports en fait en eau profonde pour les grands trafics de containers. Les navires doivent pouvoir s'arrêter sur cet énorme trajet. Et donc la Chine a des projets avec le Pakistan, avec la Birmanie, et puis sur la côte ouest de l'Afrique. Et chaque fois qu'il y a des collaborations, ça c'est une règle relativement simple de la politique internationale, s'il y a un pays que vous ne connaissez pas bien, où il y a un type qui se fait renverser ou une guerre civile, première question à se poser, est-ce qu'il a dit je vais un peu me tourner vers la Chine? Et dans les 5 minutes, il a un problème. C'est vraiment une nouvelle règle du grand jeu stratégique international. Donc il s'agit en fait d'empêcher que la Chine devienne par ce commerce un partenaire fondamental avec l'Afrique, avec l'Amérique latine, et que le commerce sud-sud change la situation mondiale. Alors pourquoi on a appelé ça l'esclavage des travailleurs immigrés qui sont là pour faire le sale boulot?
Et il y a énormément d'abus qui sont documentés, qui sont connus. Il y a plein de rapports là-dessus. Et pourtant, il y a zéro campagne pour mettre fin à ce qui est clairement le régime le plus arriéré, le plus barbare, le plus inhumain de la planète. Zéro campagne. Et au contraire, on les présente comme des modérés, nos alliés, et depuis 50 ans, on vous raconte qu'ils vont gentiment évoluer, qu'il faut les laisser tranquilles et que tout va aller bien. En réalité, on a fait alliance là-bas, les Britanniques d'abord et les États-Unis ensuite, avec les pires meurtriers, les pires assassins et les pires fanatiques, qui jouent un rôle derrière le terrorisme contre la Libye, contre la Syrie et d'autres pays, qui financent le terrorisme et le fanatisme en Europe occidentale aussi, à travers des mosquées, à travers des choses comme ça, certaines mosquées. Et donc, pourquoi on ne fait pas ces campagnes contre l'Arabie Saoudite? Tout simplement parce que, grâce à l'Arabie Saoudite, les pétrodollars sont directement recyclés, comme je le disais, à Wall Street et dans le budget des États-Unis pour continuer à faire la guerre. Plus le fait que l'Arabie Saoudite, déjà à l'époque, avait conclu, on en parle ça dans le bouquin, ils avaient mis sur pied le Safari Club, qui n'était pas une question de tourisme, mais qui était en fait un petit club où il y avait le Shah d'Iran, il y avait Mobutu du Congo, il y avait 2-3 dictateurs de ce genre-là, et il y avait le roi d'Arabie Saoudite. Et ces gens-là, en fait, finançaient des mesures de protection contre les dictatures, les bonnes dictatures, ceux qui sont avec nous, et organisaient de la déstabilisation et l'assassinat de toute une série de gouvernements et de dirigeants progressistes. Donc il n'y aura jamais de campagne contre l'Arabie Saoudite si nous ne la faisons pas nous-mêmes. Voilà 2 exemples, et les autres exemples sont intéressants aussi, mais bon, il faudra lire le bouquin. Ce qui est important, c'est que tout ça, en fait partie d'une bataille générale pour conserver la domination des États-Unis sur le monde arabe et sur le Moyen-Orient, et même recoloniser les zones qui ont été perdues. Et donc là, je ne vais pas développer maintenant les guerres contre la Libye et celles contre la Syrie, parce que c'est déjà la guerre, en fait, contre la Syrie. Je ne vais pas les développer, mais s'il y a des questions, je répondrai volontiers. En 2 mots, il s'agit de reconquérir des zones qui avaient été perdues. La vraie raison du renversement de Kadhafi, qui avait été décidé non pas parce qu'il y avait quelques manifestations et de la répression, mais qui avait été décidé 3 ans plus tôt à Paris et à Washington, avec un travail des services secrets des uns et des autres sur le terrain dans l'Est libyen, plusieurs mois avant les fameuses manifestations et plusieurs mois avant l'intervention du clown BHL. Et ça se trouvait déjà, je ne vous raconte pas des secrets que j'ai découverts par un travail acharné, ça se trouve dans le New York Times, ça se trouve dans des quotidiens italiens qui se sont fait un plaisir de balancer les services secrets italiens, se sont fait un plaisir de balancer les services secrets français, parce qu'évidemment la guerre en Libye c'était aussi de la part de Sarkozy et de Cameron, l'Allemagne et l'Italie, pousse-toi de là, maintenant c'est nous qui prenons les contrats. Et c'est que ça. L'autre grand crime de Kadhafi, je ne vais pas dire que c'était un grand démocrate que j'adorais, mais de toute façon la question ne se pose pas. Pourquoi on va s'en prendre à ce dictateur-là et pas à tel autre qu'on a mis en place et qu'on protège? Pourquoi on finance l'armée d'Arabie Saoudite pour aller tirer sur les manifestants du Bahreïn? Pourquoi on fait la même chose au Yémen et on va s'en prendre à celui-là? C'est comme on a déjà eu l'occasion de le dire, il y a les bons et les mauvais dictateurs. Mais le crime majeur peut-être de Kadhafi, c'était d'utiliser l'argent du pétrole, certainement pour donner un niveau de vie exceptionnel à toute sa population, y compris aux Africains immigrés, pas de racisme non plus, émancipation de la femme, mais comparé avec l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar. Mais le crime majeur, je disais, c'était de financer des projets de développement alternatifs de toute une série de pays africains pour échapper au chantage des multinationales de la Banque mondiale et du FMI. Ça, c'était le grand crime. Ces pays doivent rester dépendants. Or, avec 30 milliards de dollars de revenus par an du pétrole utilisés pour aider toute une série de pays africains, ça, c'était un très, très grand danger. Je ne vais pas tellement développer la Syrie maintenant, on peut en parler, mais c'est clairement aussi éliminer les résistances à Israël. Et quand on aura, si on y arrive à renverser la Syrie, ben, le tour viendra du Liban, de la résistance palestinienne, et après c'est l'Iran. Et voilà. Donc, la question est, pourquoi toute cette
cette agressivité. Et en fait, la raison fondamentale dont je n'ai pas encore parlé, c'est la Chine. C'est-à-dire que tout ça, c'est une guerre globale contre la Chine. Je disais que les États-Unis veulent absolument conserver leur domination sur le monde. Et le tout grand concurrent au niveau économique et politique, c'est la Chine, qui clairement a changé les rapports de force dans le monde. On ne va pas maintenant ouvrir la discussion sur ce qu'on pense de la politique qui est menée là-bas. De toute façon, pour les États-Unis, ça ne change pas grand-chose. Que la Chine soit socialiste ou à moitié socialiste ou qu'elle devienne capitaliste, c'est un rival et donc il doit être mis à genoux ou éliminé. Évidemment, la Chine est un gros morceau qu'on ne peut pas attaquer comme ça, donc la stratégie c'est de l'encercler et de la priver de ses alliés. Et justement, un chapitre majeur du bouquin, c'est celui qui analyse l'océan Indien. Souvent, en termes de stratégie, on regarde les pays, mais en réalité, ce qu'il y a entre les pays est parfois encore plus important. Et l'océan Indien, vu que l'Asie, c'est le continent d'où se déroule la bataille économique du siècle présent, que c'est la majorité de la population, des richesses et le plus grand potentiel de développement, l'obsession des États-Unis, c'est d'empêcher que l'Asie leur échappe. C'est d'empêcher que se forme une alliance entre les trois grandes puissances de l'Asie, à savoir la Russie, la Chine et l'Iran. Si cette alliance-là se fait, il est clair qu'elle va attirer d'autres pays, dont l'Inde et une série d'autres pays, que ça va créer un marché commun économique, que ça va créer une alliance économique et politique, que forcément le Japon il ne pourra pas rester en dehors, et que donc l'Asie va échapper aux États-Unis. Et ça veut dire que leur domination mondiale est fichue. La Chine est déjà devenue le partenaire alternatif pour l'Afrique. Les échanges se sont multipliés en une douzaine d'années par 20. Elle est devenue aussi le partenaire avec l'Amérique latine. Les échanges se sont multipliés par 14. Et l'océan Indien, c'est la zone où se déroule cette bataille, cette guerre non déclarée, parce que la Chine n'a pas de pétrole, pas assez, n'a pas de matières premières, pas assez de biens agricoles. Elle est donc entièrement dépendante du commerce avec l'Afrique, avec l'Amérique latine. Et c'est justement ça qu'il s'agit d'empêcher. Et si vous regardez une carte de l'océan Indien, qui est donc la zone là entre l'Asie, l'Est de l'Afrique et l'Australie tout en bas, ben, l'océan Indien, vous êtes frappé par le nombre, bon il vous faudra de bons yeux ou bien regarder la carte un peu plus tard, mais vous êtes frappé par le fait qu'il y a des explosions absolument partout. Coup d'État à Madagascar, Soudan, pays sous pression, guerre civile, entre parenthèses avec la main des États-Unis et Israël derrière les mouvements séparatistes, Somalie, pays plongé dans le chaos, Yémen, Érythrée qui est une des prochaines cibles, et Pakistan, Afghanistan, et puis bon, la liste continue, Thaïlande, Birmanie, absolument partout. Quel est le point commun entre toutes ces explosions qui peuvent être des guerres directes, des guerres civiles, des guerres entre pays ou des coups d'État? Le point commun, c'est le commerce maritime. C'est-à-dire 60% du commerce maritime mondial, il est déjà là. On a l'impression, nous en tout cas européens, que le gros c'est le commerce maritime en Atlantique ou en Pacifique. Non, il est déjà là, le centre du monde. Et c'est ça que les États-Unis veulent contrôler militairement et en contrôlant. Quand vous voulez faire un commerce maritime, vous avez besoin de ports en eau profonde ou d'une série de ports en fait en eau profonde pour les grands trafics de containers. Les navires doivent pouvoir s'arrêter sur cet énorme trajet. Et donc la Chine a des projets avec le Pakistan, avec la Birmanie, et puis sur la côte ouest de l'Afrique. Et chaque fois qu'il y a des collaborations, ça c'est une règle relativement simple de la politique internationale, s'il y a un pays que vous ne connaissez pas bien, où il y a un type qui se fait renverser ou une guerre civile, première question à se poser, est-ce qu'il a dit je vais un peu me tourner vers la Chine? Et dans les 5 minutes, il a un problème. C'est vraiment une nouvelle règle du grand jeu stratégique international. Donc il s'agit en fait d'empêcher que la Chine devienne par ce commerce un partenaire fondamental avec l'Afrique, avec l'Amérique latine, et que le commerce sud-sud change la situation mondiale. Alors pourquoi on a appelé ça et que le commerce sud-sud change la situation mondiale? Alors pourquoi on a appelé ça la stratégie du chaos?
Parce que les États-Unis, ne pouvant plus gagner une guerre directe d'occupation coloniale à l'ancienne, je vais dire, Bush, vous vous souvenez, il avait une liste incroyable, il y avait 60 pays qui abritaient le terrorisme dans le monde, il y avait une longue liste de cibles, il s'est cassé la figure en Irak, il s'est cassé la figure en Afghanistan, ce sont des défaites pour l'Empire des États-Unis, et donc les États-Unis ont eu à reconsidérer leur stratégie, et ça, c'est pas Obama qui le fait, Obama c'est un employé, mais l'homme derrière Obama, c'est Zbigniew Brzezinski. Et justement, Michel et moi, on avait été très attentifs dans les années 90 aux vues stratégiques de ce bonhomme, qui est clairement un des stratèges les plus importants des États-Unis. Il a écrit un livre absolument dégoûtant, mais qu'il faut lire, qui s'appelle Le Grand Échiquier, The Grand Chessboard, dans lequel, mais ça, il est déjà un peu vieux, depuis, il a dû l'actualiser. Là, il disait, les États-Unis, s'ils veulent garder la domination du monde, ils doivent empêcher l'alliance entre l'Europe et la Russie, entre la Russie et la Chine, et le Japon, ils doivent diviser les rivaux. Maintenant, il est obligé de réactualiser, et lui, il se focalisait beaucoup sur la Russie. Très charitablement, il voulait diviser la Russie en trois. Comme par hasard, la zone où il y avait du pétrole et du gaz n'était pas dans la même zone que Moscou, étonnant. Mais maintenant, il a dû se focaliser beaucoup plus sur la Chine, et il développe une stratégie un peu plus défensive, on va dire. Mais Brzezinski, c'est le stratège de la guerre indirecte. Bush, c'était la guerre directe avec occupation, ça ne marche pas. Donc, on va faire la guerre, comme on dit en anglais, par proxy, par intermédiaire. On va faire en sorte que les pays se battent entre eux, où on va financer le plus discrètement possible des forces qui vont propager une guerre civile. Et à ce moment-là, on interviendra comme arbitre ou pour sauver, enfin voilà, les prétextes habituels. Donc, effectivement, pourquoi on appelle ça maintenant la stratégie du chaos? Parce que la stratégie du choc et de l'invasion directe a échoué. Et ce n'est pas une méthode que les États-Unis peuvent faire. Quand vous envahissez un pays, ça provoque des résistances, ça coûte cher. Les États-Unis s'arrangent pour faire payer leur guerre par les autres, mais il y a des limites, surtout en période de crise économique. Et donc, il faut faire la guerre à meilleur marché. Et ça, c'est la nouvelle stratégie. Et quand on ne peut pas contrôler un pays de manière tranquille, eh bien, on va le détruire. Et c'est ce qu'on fait avec l'Irak, avec l'Afghanistan, c'est ce qu'on est en train de faire aussi avec le Pakistan, qui se tourne vers la Chine, c'est ce qu'on fait avec la Libye, c'est ce qu'on est en train de faire avec le Mali, c'est ce qu'on est en train de faire avec toute une série de pays dans le monde. En Somalie, hein, dans les grands médias, on nous dit ah, les Somaliens, c'est des sauvages, ils ne sont même pas capables d'avoir un gouvernement. Quand il y a eu un gouvernement en Somalie, qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Comme ce n'était pas un bon gouvernement, ils ont envoyé l'armée éthiopienne avec des armes chimiques et des trucs hallucinants pour les massacrer et pour renverser le seul gouvernement qu'il y a eu. Le Soudan, c'est les États-Unis qui sont derrière son éclatement. Bien. Donc la stratégie du chaos, c'est si tu ne peux pas le contrôler, tu le détruis pour que ce pays ne puisse pas être un allié, un partenaire pour les rivaux, pour la Chine, etc. Ça, c'est la clé, je pense, de l'explication de toute une série. Parce qu'on dit parfois, les États-Unis, mais là, ils sont en train de plonger le pays dans le chaos, donc c'est pas leur avantage, pourquoi ils font ça? C'est d'une part l'aveu que les États-Unis sont une puissance en déclin, économique, financier, même militaire, malgré leur arsenal, et que donc ils ne sont plus capables de contrôler directement. Donc la stratégie du chaos, c'est le plan B, c'est la stratégie de rechange. La dernière chose que je voudrais ajouter sur ce thème, c'est qu'effectivement, comme le rappelait Michel, tout ce que fait l'OTAN aujourd'hui était parfaitement prévisible. Il n'y avait pas besoin d'une boule de cristal, il suffisait de regarder les intérêts économiques, les intérêts stratégiques, de regarder comment se comportent les grandes puissances en période de crise économique. Et clairement, l'OTAN était l'armée des multinationales. Et effectivement, on avait annoncé qu'elle allait se tourner vers le Moyen-Orient, vers le tiers-monde et devenir le gendarme mondial des multinationales. Et ça se passe comme ça. La première guerre de l'OTAN, hein, soi-disant une alliance pour défendre l'Europe contre l'Union soviétique, bien, l'Union soviétique a disparu, donc l'OTAN aussi, non, on se reconvertit. Et donc la première guerre de l'OTAN, ça a été en Europe, contre la Yougoslavie, pour la détruire. La deuxième guerre de l'OTAN, ça a été sur le continent asiatique, Afghanistan, et c'est en fait une guerre contre la Chine essentiellement. La troisième guerre de l'OTAN, c'est en Libye, continent africain. Ça fait donc déjà 3 continents. Ils ont fait des manœuvres au large du Venezuela, mais là c'est un morceau un peu plus dur, donc on n'a pas été plus loin.
Et donc, on a clairement ce projet d'armée des multinationales, avec aussi l'organisation des forces armées des États-Unis sous la forme AFRICOM. Les États-Unis ne s'étaient pas beaucoup occupés de l'Afrique, mais dès qu'on trouve du pétrole et des richesses, la rivalité avec la France reste importante aussi. On voit les États-Unis qui lancent AFRICOM et qui essayent de quadriller le continent africain, et il est clair qu'on va avoir d'autres interventions. L'Érythrée dans le collimateur, le Mali, la Côte d'Ivoire, on a déjà réglé son compte, l'Algérie aussi est dans le collimateur, et donc il faut voir que c'est vraiment une phase de recolonisation générale. La dernière idée que je voudrais ajouter, c'est que cette guerre-là qui est menée contre des pays du Sud, j'ai parlé de l'Afrique, du monde arabe, de l'Amérique latine, de l'Asie, c'est aussi une guerre contre nous, gens du Nord. Et là, c'est un point important parce que quand on parle de ces choses autour de nous, c'est pas toujours facile. Et on entend souvent les gens dire oui, mais enfin ça, c'est quand même un peu lointain, c'est compliqué à comprendre, et puis de toute façon on ne peut rien y changer. Et nous avons déjà assez de problèmes ici dans les pays avec la pauvreté et tout ça. Donc occupons-nous d'abord de nous, et voilà. Et ça, effectivement, c'est un danger parce que ça veut dire qu'on a des opinions publiques qui laissent faire les puissances de l'OTAN et qui laissent faire des guerres épouvantables. Et je crois qu'on a un effort de réflexion à faire sur la manière dont on amène ces thèmes à monsieur et madame tout le monde. Et je pense qu'il y a moyen de le faire et qu'il est indispensable de le faire. Je pense qu'il faut absolument avoir un axe de travail, chacun autour de soi, au travail, à l'école, dans les quartiers, dans les associations, etc. Il faut vraiment avoir un axe d'explication très simple sur, mais quand les multinationales font une guerre pour contrôler les richesses en Afrique, dans le monde arabe, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et que les gens sont de plus en plus pauvres, qu'on les empêche de se développer, qu'ils n'auront pas de travail pour nourrir leurs enfants. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont venir ici. Et évidemment, on va traiter les immigrés de profiteurs. Et on va en chasser une partie. Mais le patronat en fait venir une grande partie, je ne sais pas dans quel secteur ça se passe ici, mais chez nous, dans la construction, dans les vergers, dans les vignobles, dans la confection, dans toute une série de secteurs, ce sont des gens immigrés dans des conditions de quasi-esclavage. Parfois on confisque leur passeport, ils n'ont aucun droit, ils n'ont évidemment aucun syndicat, et donc là on a une main-d'œuvre. Vous savez, on vous parle du miracle allemand, là, l'économie allemande se porte bien, mais leur secret, il est scandaleux, hein. C'est Balzac qui disait, derrière chaque grande fortune se cache un crime. Le secret, il est très simple. En Allemagne, maintenant, vous avez des gens qui travaillent pour 6 $ de l'heure. Ça, c'est un système généralisé. Et vous avez même des chômeurs qui travaillent pour 1 € de l'heure, donc 1,2, 1,3. Et ça, c'est le système de la dégradation. Je veux dire, ça se passe dans toute l'Europe. Et je pense aussi aux États-Unis, et ici vous me le direz, je pense que les multinationales, si on les laisse contrôler toutes les richesses des pays du Sud et plonger ces populations dans le désespoir, ces gens vont venir dans le Nord, et le but c'est d'organiser la concurrence généralisée. Donc on doit pouvoir dire aux travailleurs d'ici, ben, c'est une guerre contre toi, on fait la guerre, avec ton argent, parce que les bombes, c'est nous qui les payons, et après, c'est quand même une guerre contre toi. Donc je pense que c'est vraiment un point fondamental qu'on doit pouvoir expliquer. Et évidemment, toutes ces choses-là, comme on ne va pas les dire à la télévision, et même qu'on va raconter le contraire, je me suis amusé depuis 3 jours, à regarder un peu votre grande presse, qui n'a de particulier que son format, mais sinon c'est la même répétition qu'ailleurs. Et c'est hallucinant de voir cette fabrication de mensonges systématiques pour manipuler l'opinion. Mais bon, quand on m'a expliqué qui sont vos grands patrons de presse et leurs amis, quand on m'a expliqué chez qui Sarkozy est allé se réfugier pour échapper aux perquisitions, les choses sont claires. Donc, mais ça veut dire aussi qu'on a une mission très importante. Il n'y a pas de guerre sans guerre de l'info, sans désinformation. C'est quelque chose que je n'ai pas cessé de répéter. Les guerres ne commencent pas par des bombes, les guerres commencent par des médias mensonges. Et les guerres ne peuvent avoir lieu qu'avec l'ignorance, avec une population à laquelle on raconte des histoires. Ça, c'est le thème dont on va parler samedi, les principes de la propagande de guerre, mais on va développer ça parce que c'est important de l'analyser et de voir les mécanismes par lesquels on peut... Et ça parce que c'est important de l'analyser et de voir les mécanismes par lesquels on peut en parler autour de soi.
mais ça veut dire qu'on a une mission fondamentale et que, d'une part, il faut des groupes comme celui de Michel, comme Rebellion en Espagne, comme des sites comme Le Grand Soir en France et quelques initiatives de ce genre-là. Il faut des groupes qui, je ne sais pas pour Michel, il me dira, mais en tout cas pour nous, le grand problème, c'est pas qu'on n'a pas d'idées, qu'on n'a pas de projet, qu'on n'a pas de gens qui veulent nous aider. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'évidemment, avec ce qu'on raconte, on n'a pas de subvention, on n'a pas, et on ne veut pas de publicité. Et donc, comme il faut bien faire un travail sérieux, il faut coordonner tous les efforts de bénévoles, on fait donc un site. Alors oui, ça justement, je vais demander si quelqu'un veut bien prendre ceci. On fait un site avec une newsletter hebdomadaire. Et si vous voulez recevoir la newsletter gratuitement, vous inscrivez votre adresse mail en majuscule, j'insiste, pour éviter les erreurs. Vous recevrez donc les informations qu'on donne, nos articles, ceux des gens avec qui on est en réseau dans le monde. C'est en français, en anglais, en espagnol, mais surtout en français. Ça vous permettra aussi de nous envoyer vos remarques, vos contributions, vos propositions, vos articles, etc. Ça, c'est important. Et évidemment, quand je disais le problème, il est économique, c'est que pour financer ça, et le jeune journaliste et la réalisatrice qui travaillent avec moi, ce qui nous permet de survivre, c'est la vente des livres et des DVD, des films qu'on réalise. Donc ça, c'est très important pour nous. Le problème, c'est qu'en avion, je n'ai pas pu apporter beaucoup, mais vous pouvez prendre les commandes, on les envoie, et pour nous, c'est vraiment important. L'info gratuite, elle a un prix, et le prix, c'est votre soutien, et donc ça, je ne vais pas tourner autour du pot, on en a absolument besoin. On va aussi lancer en septembre une campagne pour avoir des soutiens, pour avoir des gens qui nous versent une petite contribution chaque mois pour nous aider à développer, parce qu'on a, ce qui est très frustrant, c'est qu'on a des bouquins en préparation, on a un film en préparation sur les causes de la pauvreté en Afrique, on a plein de choses qu'on veut faire et faute de moyens, on n'arrive pas à les réaliser. Je ne sais pas si du côté de Michel ça va beaucoup mieux, ça on va en parler, mais les médias alternatifs en général dans le monde, c'est le problème qu'ils ont. Et de toute façon, il faut bien se dire que les médias alternatifs, c'est des petites équipes qui ne pourront pas faire des miracles jamais, et que le rôle fondamental dans la bataille de l'information, c'est vous. C'est vous parce qu'il n'y a que vous qui pouvez apporter ça aux non-convaincus. Je veux dire, on est ici entre gens qui sont déjà, à mon avis, un peu d'accord en général, mais l'important, c'est le travail que nous pouvons faire plus largement auprès des non-convaincus. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. C'est pas Michel, c'est pas moi, c'est pas Chomsky, c'est pas Ramadan qui vont pouvoir aller discuter au travail, dans les écoles. C'est que vous. Et ça, c'est vraiment fondamental. Je pense que si on se rend compte que toutes les guerres sont précédées, accompagnées d'une guerre de médias mensonges, ça veut dire que si nous voulons mettre fin à ça, mettre fin à cette avalanche de guerres, d'agressions et de misère et de souffrance que cela entraîne, si nous voulons que l'humanité puisse mettre fin à la pauvreté, à l'analphabétisme, au manque d'eau potable, au manque de soins d'éducation, etc., il faut absolument qu'on arrête les guerres, qu'on arrête les agressions de toutes les formes et qu'on laisse le libre choix au peuple de déterminer leur avenir comme ils l'entendent et de disposer de leurs richesses. Ça veut dire que pour mettre fin aux guerres, il faut absolument appliquer cette idée que je répéterai toujours. Nous sommes tous des journalistes. Je vous remercie. Quand nous avions commencé à conceptualiser et débattre la thématique, j'avais appelé Michel, on s'est entendu sur un certain nombre de concepts: austérité, guerre, violence policière et mensonge. Pourquoi? Parce qu'il y a une imbrication de ces concepts. Il y a une interrelation entre les guerres sans frontières d'une part, l'application des mesures néolibérales, l'austérité à outrance, qui se présente comme une solution à la crise alors qu'elle en est la cause, parce que plus on applique les mesures d'austérité, plus on brime l'économie, le pouvoir d'achat, et on détruit également les finances de l'État. Pourquoi? Parce que l'austérité mène au chômage, le chômage mène à des gens qui sont marginalisés, qui ne paient pas d'impôts, et l'assiette fiscale s'effondre.
c'est du ABC de l'économie. Mais néanmoins, et c'est là où le mensonge économique rentre en ligne de compte, toutes ces mesures qui sont préconisées mènent à la destruction et bien sûr à la concentration de la richesse. J'y reviendrai. Austérité, guerre, violence policière et mensonge. Violence policière, pourquoi? Parce que le projet de restructuration par voie économique et financière, d'une part, et par voie militaire d'autre part, c'est-à-dire guerre sans frontières, mène à l'effondrement du niveau de vie. Et ce processus d'effondrement qui fut amorcé dans les années 80 dans les pays du tiers-monde avec ce qu'on appelait la crise de la dette, eh bien maintenant elle se voit généralisée. On pensait que la médecine économique de cheval du Fonds monétaire de la Banque mondiale s'appliquait uniquement aux pays en voie de développement, dits en voie de développement, c'est-à-dire aux pays pauvres. Mais on voit maintenant que cette recette économique s'applique de manière généralisée. Elle est appliquée à un certain nombre de pays européens. J'y reviendrai parce que cet effondrement n'est pas dû à une faiblesse de l'économie réelle, elle est due en grande partie à une manipulation frauduleuse des marchés financiers, par ce qu'on appelle les produits dérivés. C'est très complexe, mais pour paraphraser William Shakespeare, je vais donner la citation en anglais, « Hell is empty, the devils are here ». L'enfer est vide, les diables sont avec nous. Ok? Par conséquent, nous faisons affaire, en fin de compte, à un projet qui, à bien des égards, est un projet criminel. Et non pas un projet criminel dans le sens de la mafia, mais la mafia est un instrument des criminels. Pourquoi est-ce qu'elle est criminelle? Parce qu'elle approprie la richesse, soit par pillage, ou par guerre, ou par des mécanismes frauduleux, par des opérations spéculatives sur le marché des changes, par exemple. Et ce sont les mêmes acteurs. Comprenez bien, la guerre et la mondialisation sont imbriquées, et c'est quelque chose qui est important dans les mouvances sociales, parce qu'on ne peut pas dire « je suis contre la mondialisation, mais je suis pour la guerre aux terroristes ». C'est une contradiction. On ne peut pas avoir un mouvement anti-mondialisation, altermondialiste, sans aborder la question de la guerre. Et par conséquent, les mouvements, je devrais dire également, les mouvements sociaux sont manipulés. Et c'est probablement un des facteurs les plus importants dans ce débat, à savoir que souvent les mouvements sociaux à la base sont manipulés par des organisations qui reçoivent leur financement du secrétariat d'État via le National Endowment for Democracy et autres. Et je peux vous dire que les dirigeants, non pas les bases, mais les dirigeants des mouvements sociaux en Égypte, à savoir Kifaya, qui veut dire assez en arabe, et le mouvement du 6 avril était directement contrôlé par des fondations américaines, ou du moins étaient en liaison, et en liaison avec l'ambassade des États-Unis, de telle sorte que les mouvances sociales sont infiltrées, sont également manipulées, et c'est quelque chose qu'on doit nécessairement prendre en ligne de compte. Pourquoi, en quoi est-ce que cette crise mondiale a à voir avec la crise sociale au Canada et au Québec? Elle a beaucoup à voir. D'abord parce que depuis un certain nombre d'années, nous avons suivi une ligne de conduite établie à Washington en matière de sécurité nationale, mais également en matière de restructuration, si vous voulez, de la justice, des corps policiers, la militarisation
de ce que les Américains appellent law enforcement, et également des accords qui sont très peu connus du public, à savoir que vous avez des structures de commandement intégrées entre le Canada et les États-Unis. Vous avez également un accord à savoir que les forces armées américaines peuvent rentrer en territoire canadien, n'importe où, jusque dans les territoires du Nord-Ouest. Et ceci, c'était d'ailleurs la base même de l'accord qui fut, je ne devrais pas dire l'accord, de l'annonce unilatérale qu'a fait le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld en 2002, lorsque Northern Command a été créé. Il a dit « La juridiction de Northern Command s'étend du bassin des Caraïbes jusque dans les territoires du Nord canadien. » Et ceci a été posé de manière unilatérale. Le gouvernement chrétien à l'époque l'avait refusé formellement, mais de facto, il a été mis en branle. Et maintenant, on a une refonte de l'accord qui est la NORAD, okay? Et qui s'étend. La NORAD, c'était l'accord de défense à l'endroit de l'Union soviétique à l'époque de la guerre froide. C'était uniquement lié à l'espace, mais maintenant on a un NORAD maritime et on a un NORAD terrestre. Le NORAD terrestre n'est pas vraiment conclu, mais de facto, ça veut dire que les États-Unis peuvent intervenir partout en territoire canadien, québécois, bien sûr avec l'accord de nos gouvernements qui sont, en fin de compte, des instruments des mêmes élites économiques imbriquées au pouvoir de Wall Street, des pétrolières du Texas, etc. Alors, vous avez en marge de vous avez un certain nombre de secteurs, je ne parlerai pas des acteurs, mais plutôt des grands secteurs qui sont derrière cette crise, qui sont les principaux acteurs de cette crise. Vous avez bien sûr Wall Street, okay, le pouvoir financier. Vous avez les pétrolières du Texas, je devrais dire les pétrolières anglo-américaines, parce que British Petroleum est une société anglo-américaine qui anciennement s'appelait The Anglo-Persian Oil Company, qui a acquis ses richesses par le pillage des ressources pétrolières de l'Iran. Mais aujourd'hui, British Petroleum est anglo-américain, c'est la fusion de la American Oil Company Atlantic Richfield avec la British Petroleum. Donc il y a une entité anglo-américaine qui a un pouvoir énorme et qui est derrière le projet militaire. Et ensuite, vous avez ce que le président Dwight Eisenhower appelait le complexe militaro-industriel, qui sont les grandes sociétés de la dite défense, les producteurs d'armes, incluant les armes nucléaires, et qui sont partie prenante d'une guerre sans frontières d'armes, incluant les armes nucléaires, et qui sont partie prenante d'une guerre sans frontières, et qui sont ils sont pas seulement les receveurs des contrats de la défense nationale. Bon, on parle de milliards et de milliards de dollars en rentrée, mais ils sont également, ils conceptualisent ces guerres. Ils sont appelés, ils sont consultés, ils sont les architectes de la politique étrangère américaine. Et je vous donne un exemple, un exemple qui est peu connu du public, ou pas connu du public. Le 6 août 2003, qui est la journée de commémoration de Hiroshima, okay? Le 6 août et le 9 août, c'était Nagasaki, donc les deux bombes atomiques qui ont été lancées sur le Japon en 1945. Eh bien, on a choisi cette date, non pas pour commémorer, mais pour planifier la guerre nucléaire. Okay? Et ça s'est tenu à huis clos
au US Strategic Command Headquarters au Nebraska, à Omaha, Nebraska. Ceux qui ont vu le film avec Peter Sellers, Dr. Strangelove, s'en souviennent, mais c'est dans les mêmes locaux. Et là, on a convié les PDG de l'industrie de l'armement nucléaire, etc., pour venir débattre les lignes de production qu'il fallait mettre en œuvre suite à une réorientation de la doctrine nucléaire au lendemain du 11 septembre et qui s'appelait la doctrine de la guerre nucléaire préventive. On a d'ailleurs appliqué le concept de guerre préventive au lendemain du 11 septembre parce qu'on disait il faut prévenir que les musulmans nous attaquent. Okay? Donc le 11 septembre est un élément très important du point de vue historique dans l'évolution de la doctrine militaire américaine. Je ne veux pas m'adresser au 11 septembre, mais juste pour vous dire, le 12 septembre, l'OTAN, en invoquant l'article 5 du traité de Washington, déclarait provisoirement la guerre à l'Afghanistan. Bon, il n'y avait pas eu d'enquête. Sujet à une confirmation qui a été donnée par un rapport qui n'a jamais été rendu public par un individu, un fonctionnaire du secrétariat d'État, et il a été remis au Conseil de l'Atlantique à Bruxelles quelques jours avant le début de la guerre qui était le 7 octobre. Maintenant, tout le monde a soutenu cette guerre, c'est une guerre humanitaire. Tout le monde l'a soutenu. Bon, je veux dire, les médias l'ont soutenu, les gouvernements, la population disaient oui, nous ont attaqués. L'Afghanistan nous a attaqués, c'était ça l'implication en tant qu'État-nation. Et l'Afghanistan avait fait des démarches auprès du gouvernement Bush, à savoir qu'ils allaient remettre Osama Bin Laden à la justice américaine. Ils étaient prêts à le faire. Et le président Bush a dit « We don't negotiate with terrorists ». Okay? Donc, il a refusé, ça a été fait par voie diplomatique. Bon. Mais l'élément clé que les médias nous ont caché et que tous les analystes militaires savent, on ne prépare pas une guerre de théâtre à plusieurs milliers de kilomètres des États-Unis en 4 semaines, du 12 septembre au 7 octobre. Cette conférence nous a pris au moins 4 semaines de préparation. Ça peut prendre des mois, voire même des années pour mettre en branle une guerre de cette envergure. Et par conséquent, la guerre à l'endroit de l'Afghanistan était déjà prévue. Elle était prévue par le Pentagone et l'OTAN bien avant les événements du 11 septembre qui ont donné un peu le coup d'envoi, le prétexte, la justification, parce que les musulmans nous attaquent. C'était ça le discours, et nous devons nous défendre. Et maintenant, on doit se défendre de manière préventive. Donc c'est la guerre préventive. Mais je peux vous dire que cette guerre préventive, elle a pris un autre visage. C'est celui de la guerre préventive nucléaire. Et la bombe nucléaire, maintenant, d'ailleurs vous le voyez avec la couverture de Fukushima, qui est une guerre nucléaire sans la guerre. C'est un désastre planétaire. La radiation s'étend. Le Japon, tout le Japon est contaminé par la radiation. Les exportations japonaises sont contaminées. Mais on n'en parle pas, il y a un camouflage. Mais si vous regardez l'enjeu de la guerre nucléaire préventive, on va vous dire nous devons prévenir avec l'arme nucléaire parce qu'on risque de nous attaquer, l'Iran en particulier qui n'a pas d'arme nucléaire. Mais entre parenthèses, la Belgique a l'arme nucléaire. Hein? Les Pays-Bas ont l'arme nucléaire, deux petits pays, ok?
L'Allemagne a l'arme nucléaire, ce n'est pas une puissance nucléaire, mais elle en produit pour la marine française, mais elle a également l'arme nucléaire américaine dans ses propres bases militaires, l'Italie également, la Turquie. Bon, alors, bon, vous avez un certain nombre de pays non nucléaires qui ont l'arme nucléaire pointée vers l'Iran, deux poids, deux mesures, mais jamais la population sait que ces pays ont l'arme nucléaire. Bon, elle est fabriquée aux États-Unis, peut-être, mais elles sont là, elles sont déployées par ces pays. Alors, est-ce que c'est la Belgique ou l'Iran qui constitue une menace? Eh bien, les bases militaires en Belgique, Pays-Bas, en Turquie, ont l'arme nucléaire, ce qu'on appelle l'arme nucléaire tactique. C'est une façon polie de dire qu'elle est plus petite, elle est moins nocive, etc. Mais c'est la même arme thermonucléaire de la guerre froide, avec une nuance éventuellement dans la capacité explosive. Et maintenant, on arrive avec ce qu'on appelle l'arme nucléaire défensive, préventive, qui, selon les avis des experts, n'affecte pas la population civile. Je cite en anglais. These weapons are harmless to the surrounding civilian population because the explosion is underground. En d'autres mots, ce qu'on a fait avec l'arme nucléaire entre 1 fois et 6 fois une bombe d'Hiroshima, c'est de recatégoriser l'arme nucléaire, d'enlever l'étiquette, c'est comme un paquet de cigarettes, smoking is good for your health, et on patrocine l'arme nucléaire tactique comme étant une arme de paix et d'action humanitaire. Je ne plaisante pas parce que la littérature du Pentagone le dit très clairement. Et vous avez toujours des scientifiques qui sont prêts à se vendre, c'est clair. Okay? Mais ils disent underground, c'est à peu près 20 pieds sous terre. Bon, on connaît l'arme nucléaire. Mais ce que je veux vous signifier, j'ai beaucoup de problèmes avec ce livre, ça s'appelle Towards a World War III Scenario. C'est un titre qui fait peur, les gens ne veulent pas acheter le livre. Écoutez, vous déciderez si ça vaut la peine d'investir dans un livre avec un titre aussi déprimant que ça. Mais je souligne bien, c'est le scénario de la Troisième Guerre mondiale. C'est pas la Troisième Guerre mondiale qui est analysée, c'est le scénario. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Et d'ailleurs, ils ne parlent pas nécessairement de l'Iran ou de la Corée du Nord ou de la Russie ou de la Chine. Lorsqu'ils font des exercices militaires, ils parlent d'un pays fictif qui s'appelle Rubeck, d'un autre pays fictif qui s'appelle Shuria, d'un troisième pays qui s'appelle Birmingham, et le dernier s'appelle Nemazi. China, Russia, Iran, North Korea. C'est ça. Donc là, on change le nom des pays. Korea. C'est ça. Donc là, on change le nom des pays, mais on fait des exercices qui sont... On fabrique des scénarios Troisième Guerre mondiale. Et je peux vous dire que ces scénarios Troisième Guerre mondiale constituent une routine dans les instances militaires. Nous avons très rarement l'opportunité de prendre connaissance de ces documents parce qu'elles sont classifiées, sont secrètes, mais de temps à autre, on file un document au Washington Post et c'est de cette façon-là qu'on a effectivement pris connaissance de ces guerres de ces exercices militaires. J'essaie de trouver la page où on en parle. Ça s'appelle le Vigilant Shield 07. Okay? Mais bref, tout ceci pour vous dire que nous sommes à un carrefour très grave de l'histoire, parce que d'une part,
il y a un projet de guerre sans frontières. Les Américains l'appellent The Long War. C'est pas juste à la pièce, c'est Long War. Maintenant, est-ce qu'ils vont agir par opération, par guerre de théâtre ou par opération de chaos, etc. Je crois que ça, c'est certain. Ce que Michel avance sur la stratégie du chaos, c'est une forme de guerre, mais c'est là où on va faire les guerres en sous-main, les opérations des services de renseignement, les actions qui visent à bloquer le commerce et les flux financiers, donc le régime des sanctions. Mais également, on a ce que les Américains ont déjà appliqué depuis bon nombre d'années, et ça remonte à la guerre soviéto-afghane, dans tous les pays où il y a soit une dite guerre civile, vous avez des terroristes, mais ces terroristes sont une création des services de renseignement. Okay? Soyons clairs, Al-Qaïda est une création de la CIA, et toutes les entités affiliées sont des créations de la CIA, de MI6. MI6 avait déjà un pied dans la confrérie musulmane en Égypte depuis les années 50. Donc, il y a un enjeu au niveau des services de renseignement, il y a également une manipulation des mouvements sociaux, il y a le financement des mouvements de protestation, etc. Donc, on fait affaire à quelque chose de très, très sophistiqué. Mais il faut comprendre que ce qui se passe, je vais m'y pencher très brièvement parce que c'est très important, ce qui se passe en Syrie actuellement, et c'est maintenant corroboré. J'étais en Syrie l'année dernière, j'ai quitté 2 semaines avant le début des événements. Mais bref, depuis le début, en mars 2011, c'était une insurrection armée de mercenaires et de terroristes qui sont entrés dans le pays. Ce n'était pas une opposition, une véritable opposition, ni un mouvement de protestation. C'était des groupes armés, des mercenaires qui étaient encadrés par des forces d'un certain nombre de pays, aussi bien de l'OTAN, mais également des pays du Golfe. Et plus tard, on a compris que les forces spéciales étaient sur le terrain, britanniques, françaises, les parachutistes français. Vous aviez également les forces du Qatar qui étaient là, turques, qui encadraient ces formations terroristes formées au Qatar, formées en Arabie Saoudite, etc. Donc, copie-coller de guerres antérieures, la dite guerre soviéto-afghane, et bien sûr les guerres en Yougoslavie, etc. En Libye, c'était la même chose. La Libya Islamic Fighting Group est un groupe contrôlé par l'OTAN, et c'est à tel point qu'il y a eu même dans la presse israélienne un reportage à savoir que l'OTAN et la Turquie recrutaient des moudjahidines, pour se battre en Syrie. Ils faisaient le recrutement et la formation. Et ensuite, vous avez eu, bien sûr, toutes les atrocités commises, mais ces atrocités commises ont été, c'est pas pour faire l'apologie du gouvernement de Bachar al-Assad, mais les atrocités ont été commises par des formations terroristes, et c'est prouvé maintenant, même avec les reportages du quotidien allemand, de Allgemeine Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui a révélé, en fin de compte, mais on a d'autres reportages, on a également des reportages du Vatican qui corroborent exactement que le gouvernement n'est pas responsable des assassinats dirigés contre la population civile. Il est peut-être responsable des tirs de mortier, mais il n'y a pas eu d'actes d'assassinat. Ces actes d'assassinat ont été perpétrés par des formations qui sont soutenues par l'OTAN, par le Qatar, par l'Arabie Saoudite et par la Turquie. Et bon, on pourra en parler durant la période de questions, mais c'est très important. Nous avons couvert ça durant plus d'1 an.
c'est très important de prendre connaissance de ces réalités. La BBC a truqué des images, ils ont montré des enfants, des cadavres d'enfants. Bon, ces images étaient prises de l'Irak en 2003. Qui a perpétré ces tueries d'enfants? Eh bien, c'est les forces envahisseurs de l'Irak. Mais ils ont dit, ah ben on s'est trompé, on a pris des photos en archive, on s'est trompé entre des photos de 2003 avec la Syrie en 2012. Bref, c'est juste la pointe de l'iceberg parce que vous avez énormément de matière à réflexion sur cette question-là. Pourquoi est-ce que ces guerres, parce que c'est des guerres de conquête économique, c'est clair, c'est le pétrole, c'est une région qui resserre environ 60% des réserves mondiales de pétrole entre la pointe de la péninsule d'Arabie jusqu'à la mer Caspienne. C'est une richesse énorme. Il s'avère que ces pays sont des pays musulmans. On diabolise les habitants des pays qui possèdent le pétrole. Et ce pétrole appartient aux habitants de ces pays. Bref, c'est une politique de conquête économique. Elle se reflète également, si vous voulez, dans l'autre dimension de cette crise qui est la crise économique. Les F-35 coûtent environ 600 millions de dollars. J'ai fait le calcul et c'est très conservateur. Aux États-Unis, ils l'estiment, je pense, à peu près 7 ou 8. En Norvège, 7 à 8 millions de dollars. Pensez combien de frais de scolarité on pourrait financer juste avec un avion, juste avec un F-35. Le problème du gel des salaires est réglé. Pensez également, parce que c'est toujours les mêmes compagnies minières qui cherchent de nouvelles frontières, que ce soit en Asie du Sud-Est ou que ce soit au Moyen-Orient. Eh bien, pensez au plan Nord. J'ai regardé le budget du plan Nord. Il y a 500 millions de dollars qui est alloué non pas à l'investissement, mais aux relations publiques. Oui, exactement, relations publiques. Et ça veut dire conférences, voyages. On invite des PDG, des sociétés minières à Québec. On s'en va voyager, etc. Bon, pensez-y, 500 millions de dollars. On pourrait éliminer ce projet de relations publiques et on le mettrait à financer les frais de scolarité. Mais de nouveau, c'est pour cette raison que la guerre et l'austérité est liée, parce que le budget militaire d'abord gruge dans les dépenses sociales. Il affecte la péréquation entre Ottawa et les provinces, certainement. Aux États-Unis, il mène à l'appauvrissement, à l'éclatement de l'économie civile. Donc tous ces facteurs sont évidemment importants. Mais je devrais mentionner que cette application à outrance d'une guerre économique et financière qui se mène par l'entremise des mécanismes du marché. Ça commence dans les années 80 avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale qui impose des mesures draconiennes à des pays en développement en leur promettant des prêts, ce qu'on appelle des prêts à l'appui des réformes. Et essentiellement, la façon que ça fonctionne, si vous permettez, c'est de cette façon suivante. J'ai ici un prêt de 500 millions de dollars et je viens à la rescousse du pays qui ne peut pas payer sa dette. Alors, on donne le 500 millions de dollars au gouvernement, au ministre des Finances, et puis on leur dit, vous appliquez les mesures que nous vous imposons, mais vous devez maintenant payer votre dette, vos services de votre dette, c'est 1 milliard par année, rendez-moi l'argent et vous me devez 500 millions. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que les prêts, toutes ces opérations sont là pour endetter à tous les niveaux. On endette les pays en développement, ensuite on applique les mêmes recettes aux pays
aux pays développés. Et dans une société nationale, on voit les dettes à différents niveaux, les dettes publiques, mais aussi il y a les dettes individuelles. Et le rôle du créancier est d'appauvrir, c'est de collecter ses dettes, mais également c'est de prendre possession des actifs et d'appauvrir par le processus d'endettement. Dans les années 90, nous avons eu ce qu'on appelait la crise asiatique, où par l'entremise d'une manipulation financière, par ce qu'on appelle en anglais le short selling, c'est des opérations à découvert. Opérations à découvert, oui. Les opérations à découvert de short selling des monnaies de plusieurs pays, donc c'était la Thaïlande, l'Indonésie et la Corée, et on fait du naked short selling, opération à découvert sur les monnaies nationales, et on les fait effondrer, on provoque l'effondrement. Et au lendemain de l'effondrement, on s'approprie des actifs de ces mêmes compagnies, de ces mêmes pays. Donc en Corée, c'était la pointe, c'était tous les secteurs de la haute technologie qui ont été pris en charge par du capital étranger, généralement à un prix minime ou voire même à un prix négatif. Okay? Parce qu'ils recevaient des subventions, on forçait le gouvernement de leur donner des subventions pour acheter ces compagnies coréennes présumément en décomposition, mais qui en réalité constituaient des actifs industriels. Alors, ce modèle de la crise asiatique, en fait, c'était la mise en scène, quelques années plus tard, des opérations à l'endroit de la Grèce. Les modalités sont éventuellement différentes, les instruments sont différents, mais néanmoins, c'est par l'entremise d'une manipulation, et c'est surtout par les dettes de produits dérivés qu'on a provoqué ces effondrements. Vous vous souviendrez qu'en 2008, la compagnie General Motors s'effondre. Bon, pourquoi est-ce qu'elle s'effondre? Parce que la presse financière l'indique. La Deutsche Bank, une des principales banques allemandes, annonce « We put a zero price on General Motors ». Okay? Bon. Quand on fait une chose comme ça, et Bloomberg, le maire Bloomberg, c'est un des hommes les plus riches du monde, mais c'est évident, il contrôle la presse financière. Alors il est en mesure de faire des opérations spéculatives juste en menant une désinformation quelconque, et les annonces qu'il va faire dans sa presse financière vont constituer en fin de compte le pain et le beurre des spéculateurs. Et si on a une préconnaissance de certains événements, on peut spéculer. C'est exactement cette façon-là qu'on opère. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La General Motors a été bon, les gens, les petits épargnants ont perdu, donc c'est une appropriation surtout à partir des épargnants. Ensuite, General Motors a été racheté, et aujourd'hui, comment il s'appelle, Warren Buffett, qui, je pense, a des parts, je pense qu'il a une bonne part de pourcentage dans les actions de General Motors qui se sont effondrées, et on rachète. Donc c'est ça le but. JP Morgan, il y a récemment, a déclaré qu'ils avaient perdu 2 milliards de dollars, sachant fort bien que l'annonce de leur perte allait également mener à l'effondrement de leur valeur sur les bourses, mais ils avaient également prévu de faire de l'argent sur la décomposition de leurs propres titres sur la bourse. Donc le pouvoir financier est bien différent. Le pouvoir financier spéculatif est très différent de ce qu'on a caractérisé comme étant l'accumulation du capital, le profit dans l'économie réelle. Donc, vous avez maintenant,
dans l'architecture financière une nouvelle oligarchie qui se présente, qui fait son argent à partir d'opérations financières en sous-main, avec préconnaissance des tendances, avec des liens avec la classe politique éventuellement, et avec des produits dérivés et une dette dérivée qui maintenant va dans les milliards de dollars. Ça, c'est encore un élément qui est fondamental à la compréhension de cette décomposition. Donc, ce que je veux souligner, d'abord, c'est que ce système est très complexe. Il est caractérisé par des actions de nature militaire et stratégique, par des services de renseignement dans différentes parties du monde, par des opérations en sous-main, mais qui sont toujours soutenues par le mensonge médiatique. Et d'autre part, vous avez les mêmes intérêts, parce que tous ces intérêts tous ces intérêts sont derrière le projet militaire. Okay? Le projet militaire est soutenu par une puissance financière et économique. Donc les grandes sociétés militaires, les pétrolières, les entreprises de la biotechnologie comme Monsanto, qui évidemment étend son empire en prenant possession, pas nécessairement en prenant possession des terres agricoles, mais en imposant ses produits dans l'agriculture à l'échelle planétaire. Donc, au lendemain de chaque guerre, qu'est-ce qui se passe? Monsanto arrive et les semences OGM sont imposées, comme ils le furent d'ailleurs en Afghanistan et en Irak. À savoir si ça a été appliqué, c'est une autre question. Mais je peux vous dire, en Éthiopie, la même chose. On a détruit la biodiversité en Éthiopie au lendemain d'une guerre dite civile. Et on est arrivé, on a ouvert le marché, on a déréglementé le marché céréalier et on a ouvert la porte aux entreprises biotechnologiques. Donc, cette concentration de pouvoir qui est imbriquée, qui est imbriquée dans le sens que Wall Street a également des intérêts dans les pétrolières, dans la biotechnologie, etc., dans les médias, elle est derrière le projet militaire. Donc c'est, d'une part, donc la guerre sans frontières, c'est une guerre impériale, c'est une guerre de conquête, et c'est une guerre mondiale. Et par ailleurs, le contrôle exercé, surtout par un certain nombre d'entités financières dominantes sur l'appareil financier, qui mène à l'appauvrissement, qui mène à l'effondrement de l'État-providence, de tous les projets de société qu'on pourrait dessiner, qui mène à la décomposition de l'éducation postsecondaire.